Bonjour à toutes et tous, très heureux de vous retrouver pour ce 23e numéro d'Intersaison, le podcast de la revue Saison. 4 séries aujourd'hui, une française, une espagnole et 2 américaines qui explorent chacune à leur manière le tragique, des émotions bouleversantes avec des backstories parfois très chargées mais qui proposent aussi des trouées dans ces cieux sombres, des manières de réapprendre à vivre et à aimer. C'est bien sûr visible dans la série des Vivants qui suit la lente reconstruction d'un groupe d'otages du Bataclan. Et dans la série espagnole Los Años Nuevos sur un couple qui s'aime et se déchire et se retrouve tout au long d'une décennie. Dans Task, tous les protagonistes ont des vies bien cabossées et essayent de s'extraire de leurs conditions, y compris par le trafic de drogue. Enfin, dans The Beast in Me, trauma et manipulation dessinent le portrait de personnages bien détraqués. J'ai le plaisir d'être accompagné pour cette émission par une saisonnière et 3 saisonniers. Benjamin Campion, journaliste et enseignant en cinéma, membre de la rédaction de Saison. Dernier livre paru, Histoire sexuelle des séries américaines chez Leitmotiv et plein d'articles dans Saison. Bonjour Benjamin. Bonjour Emmanuel, bonjour tout le monde. Benjamin Faux est avec nous aussi, journaliste au Point Pop, également membre de la rédaction de la revue et co-auteur du Dictionnaire des séries aux éditions Philippe Ray. Bonjour Benjamin. Bonjour. Également dans l'émission d'aujourd'hui, Audrey Fournier, journaliste et critique série au journal Le Monde. Bonjour Audrey. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Et c'est le grand retour de Gilles Verbiche, philosophe, comédien et essayiste qui publie très bientôt chez Flammarion un livre intitulé Le courage de renoncer. Bonjour Gilles. Bonjour, j'ai pas renoncé à venir. Non, c'est très bien, il faut que tu viennes. Tu as eu en tout cas le courage de venir. Alors on va commencer par The Beast in Me, série produite par 20th Television, diffusée sur Netflix avec aux commandes le romancier Gabe Rotter qui avait aussi produit la dernière saison de X-Files. On est ici dans le thriller psychologique où un promoteur immobilier millionnaire soupçonné du meurtre de sa femme tisse sa toile autour d'une romancière émotionnellement en vrac, on va dire, depuis la mort accidentelle de son fils. Au casting, Claire Danes, connue bien sûr pour Angela 15 ans et Homeland, dans le rôle d'Aggie Wiggs, et Matthew Rhys dans le rôle de Niall Jarvis, acteur qu'on connaît pour The Americans, avec Kerry Russell, sa femme à l'écran dans la série, mais aussi à la ville. Voilà, j'ai appris ça récemment, donc c'était pour la rubrique People et Potin. Audrey, Angela n'a plus 15 ans, la série se charge de nous le rappeler. J'ai trouvé que la lumière était assez crue, hein. Les visages sont un peu creusés, ridés, le teint est un peu cireux. Voilà, série, voilà, comment est-ce qu'on peut la qualifier? C'est du polar, de la manip, du thriller psychologique? C'est un peu tout ça à la fois. C'était un thriller littéraire, en tout cas. Moi, c'est ce qui m'a semblé quand j'ai vu la bande-annonce, quand j'ai commencé à m'y intéresser. Moi, j'y suis venue pour ça, parce que dès qu'il y a du polar et dès qu'il y a un peu de littérature, dès qu'il y a des couvertures du New Yorker affichées dans un bureau, je trouve ça très sexy. Mais je venais aussi beaucoup pour les acteurs, donc pour Claire Danes, inoubliable actrice d'Homeland, et le showrunner de la série de The Beast in Me et Howard Gordon, et c'est un ancien de Homeland. Et j'y venais aussi pour Matthew Rhys, qui est un très grand acteur de série que moi j'aime beaucoup au moins depuis The Americans, et qui a une très belle cote de popularité en ce moment, qui fait pas mal de projets différents, et il a notamment ressuscité Perry Mason à la télévision dans une série que j'ai trouvé pas mal du tout. Donc moi je venais surtout pour ça. J'y venais aussi pour le visage non botoxé de Claire Danes. Je te trouve pas très charitable avec elle, mais pour cette espèce de façon qu'elle a de s'inscrire un peu à contre-courant des actrices d'aujourd'hui, surtout sur Netflix, donc pour cette espèce de naturel et pour cette façon qu'elle a d'utiliser les grimaces. Et en plus, c'est pas toujours, on est souvent un peu injuste avec elle, c'est pas toujours pour exprimer la douleur, la frustration, la colère ou la maladie mentale, comme c'était le cas dans Homeland, mais c'est aussi dans The Beast in Me, et c'est pour moi un des trucs les plus savoureux, c'est pour signifier l'énervement. Elle essaye d'écrire, elle n'y arrive pas parce que son nouveau voisin, donc interprété par Matthew Rhys, l'emmerde. Il fait trop de bruit, il a des chiens, ça va pas du tout. Il dérange son petit confort. Il dérange aussi le fait que elle n'arrive plus à écrire et qu'elle va voir dans ce nouveau voisin qui est très sulfureux, qui a une réputation, qui a probablement pas mal de secrets à dissimuler. Elle va avoir l'occasion déjà de se transformer un peu en Miss Marple, et puis surtout de retrouver l'inspiration pour un nouveau livre qui est très attendu par son éditrice, qui a un personnage assez génial. Donc moi, je venais pour tout ça. Et finalement, j'ai l'impression qu'on m'a servi, sur pas mal d'épisodes, en plus, un peu autre chose. C'est une série qui est
extrêmement efficace. Je l'ai bingé en très peu de temps. J'avais vraiment envie à la fin de chaque épisode. Il y a un art du cliffhanger qui est fantastique. C'est vraiment une série de scénaristes, mais de scénaristes de plateforme. Là encore, plutôt dans le bon sens du terme, dans le sens où on va pas s'arrêter. C'est absolument addictif. Mais plus on s'enfonçait dans l'histoire et plus la série a changé de nature. Moi, j'étais venue pour le thriller littéraire. Après, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus politique, avec des backstories, tu l'as dit en introduction, très très chargées. Le FBI arrive à un moment, des chantages à droite à gauche, il y a la politique locale aussi qui s'en mêle parce que Mathieu c'est un promoteur et donc il se paye des associations de droit au logement. Et finalement, au bout du compte, il y a une histoire de violence envers les femmes, mais qui est dissimulée sous des couches et des couches et des couches de récits. Et ça a beau être superbement interprété et le rythme a beau être très entraînant, finalement, voilà, c'était il y a quelques semaines et il m'en reste pas grand-chose. Donc moi, je suis restée un peu sur ma faim et finalement, ce qui devait être une série un peu événement, pour moi, elle est même pas dans mon top 10 de la fin de l'année. Une réalisation en tout cas assez soignée, ce qui peut expliquer qu'on la binge. Il y a quand même quelque chose de très cinématographique dans la façon de filmer. Benjamin Campion, j'ai l'impression que tu pourrais être sur la même ligne, c'est-à-dire pas de la vraie quality TV, une espèce d'apparence de quality TV. Ouais, je souscris à tout ce qu'a dit Audrey, c'est-à-dire que ça donne envie. Le casting est prestigieux, la production, la musique, c'est Sean Connery qui a travaillé sur 24 aussi avec Howard Gordon. Les acteurs sont excellents, hein. Moi, je trouve que Matthew Rhys, voilà, Claire Danes, on la connaît aussi. Alors c'est vrai elle a tendance on parlait de naturel de Claire Danes. En même temps, je trouve qu'elle est un peu en train quand même, Audrey, de s'enfermer dans ses grimaces, et ce menton tremblant et ce personnage dépressif, hystérique, borderline, bipolaire, ouais, c'est vrai qu'elle a fait quand même 8 saisons, hein, si je dis pas de bêtises, d'Homeland, plus d'autres rôles. Donc on est un peu loin d'Angela 15 ans là, c'est peut-être ma nostalgie qui parle, mais voilà, je veux pas faire un faux procès. Mais pour la série, c'est vrai qu'elle a tous les apparats de ce qu'on appelle la télé de qualité. C'était bien conçu, la réalisation est propre, les cliffhangers sont accrocheurs. Mais en fait, moi, ce qui m'embête, et du coup, j'aurais les mêmes réserves qu'Audrey, c'est que je retrouve ce cahier des charges Netflix qui m'embête, quoi. Il m'embête parce que on voit toujours les mêmes mécaniques, c'est-à-dire que il y a une boucle narrative, donc ça commence par voilà quelque chose qui préfigure la fin, et puis ensuite on remonte en arrière, et donc ça on n'en peut plus quoi de ce truc qui revient tout le temps. Il y a des flashbacks. Hein, et puis des rebondissements, des jumpscares très réguliers. C'est-à-dire qu'il faut de façon métronomique très régulièrement dynamiser, injecter de la surprise, du rebondissement, de l'événement dans ce qui pourrait être beaucoup plus diffus. Et on va le voir avec les autres séries par la suite. Donc c'est assez mécanique et c'est vrai que c'est accrocheur, mais ça tourne un petit peu à vide. Et du coup, ça m'a rappelé une autre série qu'on avait évoquée dans ce podcast. Il a fallu que je recherche le nom parce que je me souvenais plus de comment elle s'appelait, mais je l'ai retrouvé. C'était Black Doves. Black Doves avec Keira Knightley. Oui. Je crois qu'Audrey avait plutôt bien aimé dans mon souvenir, mais cette série, elle est oubliée. Elle est oubliée, elle a disparu. Elle a disparu parce que c'est de la série consommable et The Beast in Me, on fait le podcast là et puis demain on l'a oublié. Donc voilà, ce sont des séries qui ne laissent pas grand chose et qui sont très frustrantes de ce point de vue-là. Mais c'est de la bonne série de plateforme et c'est très agréable à regarder et on a envie d'enchaîner les épisodes. Voilà. Donc mais c'est, à mon sens, c'est pas ça qui va hisser la télévision vers le haut, quoi. Là, on est dans cette moyenne haute qui fait aussi beaucoup de mal, je pense, qui éloigne aussi beaucoup de cette télévision en se disant on voit tout de suite les trucs et finalement ça limite aussi les ambitions. Donc c'est un petit peu embêtant de ce point de vue-là. Oui, ça nous ramène à un âge antérieur de la télévision où on pensait pas retourner. Gilles Verviche, moi j'ai un peu pensé à Succession, voilà, mais on est chez des millionnaires, le père et le fils, assez affreux. Ouais. Ils ont des baraques invraisemblables, des gardes du corps. Tout le monde manipule tout le monde. Mais voilà, est-ce que tu es rentré comme ça dans la série ou différemment? Écoutez, moi, comme d'habitude, je suis un peu comme je suis pas critique professionnel, je suis un peu le candide, bon public. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé. Moi, alors, comment dire? Alors, j'ai trouvé que le milieu est quand même moins chic que Succession. La réalisation est bien léchée aussi.
Mais le patriarche là-dedans, il y a un côté fétichiste parce qu'ils sont allés chercher Jonathan Banks, qui fait partie de Breaking Bad et qui arrive donc avec et Better Call Saul, et donc qui arrive comme patriarche pour ceux qui ont vu les deux séries, forcément auréolé de son statut de voilà, on a l'impression que ça y est, il s'est fait une famille et voilà, c'est un peu le parrain d'une famille. Ce qui est intéressant, c'est quand même bon, moi j'ai bien aimé hein, effectivement le côté binge watching. Je suis assez d'accord avec vous deux. Je sais pas s'il va en rester beaucoup puisque Black Dove, c'est pareil, j'avais oublié le titre et j'étais en train de me dire que ça me rappelait effectivement cette série m'en rappelait une autre. Et finalement, c'était ça, effectivement, voilà, avec le truc un peu politique. Moi, mention spéciale pour Matthew Rhys quand même. Vous savez, Emmanuel Taïeb, que je suis fan de Columbo, et il a fait le dernier méchant de Columbo. Il faisait un tenancier de boîte de nuit il avait et voilà. Et donc la boucle est bouclée. Moi, c'est mention spéciale pour Matthew Rhys parce que je m'intéresse beaucoup aux méchants en ce moment et je trouve qu'il fait un méchant. Un nouveau méchant. Enfin, c'est un nouveau style de méchant, pas caricatural du tout. Justement, The Beast in Me. Alors évidemment, ça vaut pour elle, c'est-à-dire, hein, c'est Star Wars. Hein, le mal, en fait, il est en toi, etc. C'est qu'en fait, elle vaut pas mieux que lui. Bon, c'est un peu le message. Mais lui, justement, il est tout en. Enfin, j'ai assez jubilé quand j'ai vu ces scènes à lui. Voilà, il y a notamment une scène où ils sont dans un resto tous les deux, où justement. Il lui dit, vous pourriez faire un livre sur moi, je suis un bon personnage, je suis assez intéressant. Et moi, je dois dire que ce qui m'a tenu, j'ai trouvé que Claire Danes commençait à se caricaturer, effectivement. J'ai même vu passer depuis des mèmes ou des vidéos sur TikTok où les gens enfin voilà, ils imitent Claire Danes dans la série. Je trouve qu'effectivement, elle commence un peu, hein, on dirait un peu De Niro dans Analyse 10, ça, comment c'est mon psy, comment ça s'appelle, je sais plus comment ça parle. Le Ouais, psy, là, titre le mafieux. Oui, qui a inspiré Les Sopranos. Voilà, bref. Et donc, mais par contre, lui, il est très, enfin, on sait pas, on n'arrive pas à le cerner. Ce qui est pas mal, c'est qu'on se demande aussi à un moment, alors je vous dis pas tout si vous n'avez pas vu la série, mais on se demande finalement s'il est vraiment la satin de sa femme, si c'est pas elle qui mitonne un peu, s'il est aussi méchant qu'il en a l'air, est-ce qu'on n'est pas sur des préjugés de voisins, ça interroge un peu nos préjugés aussi. À un moment, on se dit, et si tout ça, c'était effectivement, c'est juste qu'il plaît pas parce que la réussite plaît pas, etc. Mais en tout cas, je trouve hyper charismatique. Je dois dire que depuis, j'ai un peu fouillé, je me suis beaucoup intéressé à cet acteur qui est gallois. On voit des interviews en gallois, il parle, on comprend pas un mot de ce qu'il raconte. Et je trouve que ce style, pareil, parce que lui non plus, au niveau des rides et machin, il marque un peu. Il a juste les cheveux colorés exprès, enfin teint en noir pour faire faussement jeune, mais on voit bien qu'il s'accroche. Mais à part ça, il a un physique très marqué. Et voilà, il est tout en intériorité. Moi, c'est vraiment ce qui m'a tenu du début à la fin. C'est la révélation. C'est cet acteur-là, voilà, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis, comme je vous dis, comme il vient de Colombo, voilà. Bon, alors on peut dire tout le mal qu'on veut de la série, c'est comme ça accroche hein, quand même. Il y a notamment un fameux épisode 8 ou je ne sais plus de flashback là, qui est vraiment pas mal, qui m'a vraiment plu. Moi, j'ai bien aimé c'est un épisode quasiment entier de backstory. Voilà, c'est. On a l'impression que les scénaristes ont voulu nous dire bon bah voilà la backstory qu'on avait pour les personnages et ils nous balancent tout. Voilà. Bon, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder. Je suis pas sûr qu'il en reste grand chose effectivement, mais ce qui m'a tenu et ce qui est intéressant, c'est vraiment le jeu d'acteur de Matthew Rhys. Voilà, moi c'est vraiment ce qui m'a plu. D'accord. Mention spéciale pour les acteurs et actrices. Deuxième série du jour, Los Años Nuevos, qu'on pourrait traduire par les jours de l'an ou les réveillons, série produite par le réalisateur Rodrigo Sorogoyen, à qui l'on doit notamment l'impressionnant, en tout cas de mon point de vue, Asbestas. Au scénario, Sarah Cano et Paula Fabral. On suit sur 10 ans les amours compliqués de deux trentenaires madrilènes, Oscar et Anna. À ceci près que chaque épisode se déroule un an après le précédent, le soir du 31 décembre ou le matin du 1er janvier, souvent dans un lieu unique et qu'entre-temps, évidemment, la situation a évolué. La série est une coproduction ou pas. C'est vrai que par moments, il se retrouve au même endroit. Coproduction franco-espagnole diffusée sur Arte et qu'on a pu rapprocher, on va évidemment en parler, de One Day et de Normal People. Alors Gilles, puisque tu as commencé, garde la main. Que t'a inspiré cette série assez inattendue dans son thème et dans son dispositif? Oui, alors bah encore une fois, comme je suis
je mange à tous les râteliers. J'ai beaucoup aimé. Alors, c'est aucun rapport avec l'autre série. Elle nous parle beaucoup. Voilà, c'était le premier épisode. Ça paraissait lent. Il y a une longue scène d'amour. On se demande un peu. Enfin voilà, l'épisode fait 1 heure. Et il y a 30 minutes, ils sont au lit. Enfin, on se demande un peu où est-ce qu'ils veulent aller. Voilà, mais finalement, ça implante le désir. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que alors deux choses d'abord. Le ressort, effectivement, tous les nouvel an là. C'est la question renoncer ou avoir le courage de ses décisions, c'est-à-dire qu'effectivement, vous savez, le nouvel an, c'est toujours prendre des bonnes résolutions ou pas. Alors notamment, les deux personnages parlent souvent de partir en voyage ou pas, s'installer ou pas, rester, voilà. Donc entre renoncer, avoir le courage de prendre ses décisions, effectivement, je trouve que ça marche à fond le côté page turner ou binge watching, c'est-à-dire quand on finit un épisode, on se dit et donc l'année prochaine, ils en sont où? Est-ce qu'ils ont eu le courage de prendre les décisions qu'ils voulaient? Et puis le deuxième, c'est que j'ai bien aimé la surprise du scénario, c'est-à-dire comme c'est un couple sur 10 ans, on pourrait avoir la structure que moi j'avais apprise, hein, Save the Cat, machin, enfin de comédie romantique. Un garçon rencontre une fille, ils sortent ensemble, après ils se fâchent et puis ils se retrouvent. Enfin voilà. Et là, pas du tout. Enfin, c'est pas du tout construit comme ça. Et on est assez surpris en fait par le comment est construite la relation sur 10 ans. C'est pas angélique, voilà. Et surtout, alors moi je me suis beaucoup retrouvé. Enfin, je me suis questionné sur ma vie à moi, sur ma manière d'aimer, ma manière de faire mes choix. C'était en prenant le temps, un côté très réaliste quand même. La scène de relation, voilà, de la scène au lit. Enfin, je sais pas, on s'imagine soi-même. Enfin voilà, on s'identifie beaucoup. Voilà, on s'identifie beaucoup. Moi, ça a fonctionné et c'est de plus en plus touchant. Voilà, et moi, ça m'a vraiment pas mal ému ces deux personnages. Et puis bon, il y a tous les autres autour. Hein, enfin, tous les autres, ils arrivent à faire une vie aussi aux personnages autour. Voilà, donc moi, je trouve ça très émouvant, très attachant, très identifiant. Je trouve que ça creuse loin. On saisit pas trop tout ce que ça va chercher à l'intérieur de soi, mais moi je trouve que ça m'a parlé pour plein de choses et c'est très très bien comme série. C'est binge watching, mais pour des bonnes raisons. C'est pas juste sur des effets de ressort. Voilà, on a envie un peu de les suivre sur 10 ans. Voilà. Bon. Moi j'ai beaucoup aimé. C'est très très émouvant. Voilà. Alors Gilles insistait sur il y a 2-3 scènes d'amour, de sexe sensuel qui sont filmées pas du tout à la manière d'une série américaine. Je cite Benjamin Campion dans son livre sur HBO et le porno. Benjamin, tu nous racontes, tu dis dans les séries Netflix, les scènes de sexe sont filmées hyper vite. T'appelles ça l'opération commando. C'est-à-dire qu'effectivement, on va mettre quelque chose, mais ça dure 20 secondes. C'est assez dramatique d'ailleurs pour tout le monde, hein, si c'est ça leur vie. Là, pour le coup, dans Los Años Nuevos, c'est très différent. On prend le temps. Il y a quelque chose de réaliste, il y a quelque chose d'un peu cru, et en même temps, ça permet de filmer le désir et l'amour et la sexualité d'une manière où on les laisse vraiment s'installer et s'épanouir. Ouais, c'est vrai. Alors, bon, juste, je veux pas caricaturer les séries de Netflix. Je dis que dans beaucoup de séries, de manière générale, et pas que sur Netflix, c'est vrai que le sexe est filmé très très vite, et ça vaut aussi pour le cinéma. Il y a aussi les séries de Netflix qui vont à rebours, et Sex Education est une série britannique de Netflix qui a montré d'autres choses. Donc, je veux surtout pas caricaturer les séries de plateforme parce que ça serait trop réducteur. Elles sont d'une grande diversité, d'une grande variété. Ceci étant dit, pour cette série Los Años Nuevos, ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai. C'est une série espagnole et je le dis, alors voilà, je le précise parce que il y a aussi toute une culture latine qui va avec et qui je pense, nous parle parce que effectivement, le fait de montrer le sexe dans la durée et de façon assez réaliste, ça se perd un petit peu dans les séries américaines. Alors là, il faudrait, voilà, je généralise, mais du coup, pour répondre à Gilles, on sait pas trop où ils vont, nous disait-il. Ils veulent aller au lit, quoi, tout simplement, et que c'est un couple qui se découvre et qui se désire et qui, je veux dire, finalement, ce qui est anormal ou ce qui est étonnant, c'est plutôt la grande majorité des séries qui écartent ça. Alors qu'en fait, ce couple-là, je veux dire, c'est un ordre naturel que, à un moment donné, il y a un coup de foudre, et puis ils passent une soirée ensemble, et puis ils se retrouvent après encore ensemble, et puis ils se rapprochent, et voilà. Et donc ça me paraît plutôt intéressant de le montrer comme ça, de façon
oui, très cru, mais sans non plus être dans l'attraction, dans le sens, comment dire, c'est pas libidineux, hein, c'est plutôt beau, je trouve. Et c'est vraiment un amour qui est partagé. Parmi les références des réalisateurs, des créateurs, alors évidemment, on pense à Normal People parce que c'est une série où le sexe aussi est montré dans la durée de façon très très sensible et ce couple se retrouve sur une longue période avec des éloignements, des rapprochements. Les créateurs ont aussi revendiqué comme source, comme référence, les scènes de la vie conjugale de Bergman. C'est vrai qu'on y pense beaucoup. Et aussi la trilogie Before de Linklater, donc des références de cinéma où le temps est traité et la série le permet. Et c'est vrai que ce concept narratif, il offre des ellipses temporelles d'1 an entre chaque épisode et du coup à chaque fois ça nous invite à nous mettre à la page. Donc il y a un fossé, on est en retard sur les personnages et donc il faut qu'on comprenne où en est leur nouvelle situation, qu'est-ce qui s'est passé entre deux et donc il faut combler cette ellipse et ça vient par le biais du récit de chaque épisode. Donc je trouve que c'est assez intéressant. Ça apparente la série presque à comme une anthologie où entre chaque épisode il se passerait il y aura un creux. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce réalisme. Je me demandais, pour généraliser un peu, si ce serait pas une sorte de réponse européenne à une réaffirmation du puritanisme américain. Alors là, j'ouvre une grande question. Il faudrait développer ça. Il faudra que j'écrive un nouveau livre là-dessus, peut-être. Mais en tout cas, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a parce que finalement, ça m'a vraiment surpris le fait de voir le sexe comme ça, alors qu'on le voyait plus beaucoup, où les scènes étaient plus courtes. Et j'ai beaucoup aussi aimé dans un détail de mise en scène. Après, Benjamin va en parler. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché. Ce sont des portraits. Dans chaque épisode, il y a un portrait de couple face caméra. Et ils sont côte à côte. Et puis ils se regardent. Et pendant ce temps-là, le récit continue de se dérouler. Et les personnages principaux continuent de parler, mais on fait un focus sur 2 personnages qui sont annexes. À un moment, ils voient un couple d'ados qui sont en train de s'embrasser, ils n'ont pas encore fait l'amour, donc c'est l'avant. Il y a un autre épisode où c'est un couple de voisins âgés du héros qu'on voit aussi. Et j'ai trouvé que c'était une idée très intéressante, très brillante de mise en scène. Je repense à The Beast in Me. Il n'y a pas d'idée de mise en scène originale. C'est-à-dire que c'est bien fait, c'est by the book, mais ça manque d'idées. Et là, simplement cette idée, je dirais que c'est une idée cinématographique, quoi. Il y a quelque chose dans la mise en scène qui nous met à distance des personnages principaux pour les associer à tout un ensemble de personnages. Et du coup, c'était plus un couple qu'on suit, c'est le couple. Et ça, voilà, je trouvais que c'était un principe très intéressant dans cette série. Pour tout vous dire, moi j'ai regardé cette série-là en parallèle avec une autre série qui s'appelle Nobody Wants This, sur un couple aussi qui apparaissait par contraste, mais alors la praline, à s'arracher les cheveux. Et effectivement, la série latine, on va le dire comme ça, ou voilà, en tout cas ibérique, avait un truc en plus. Audrey, sur amour et sexualité dans Los Años Nuevos. Oui, tout à fait. Alors, j'en profite juste pour choper au vol la référence à Nobody Wants This que j'ai rattrapé il y a pas longtemps. Et ce qui m'a frappé dans cette série, donc Netflix américaine, c'est à quel point il revenait systématiquement au point de départ à chaque épisode. J'ai en tout cas eu cette impression. Et c'est ce que justement Los Años Nuevos ne fait pas. C'est-à-dire qu'on retrouve à chaque fois Anna et Oscar à des endroits complètement différents. C'est à nous de raccrocher les wagons. Et rien que ce voyage, je le trouve assez passionnant. Alors, moi, pour tout vous dire, j'ai eu du mal avec les scènes de sexe au début. J'ai trouvé la première fantastique parce que c'était une entrée dans un couple et il n'y a rien de plus beau que de voir un homme et une femme ou 2 femmes ou 2 hommes tomber amoureux et en tout cas qu'une relation, que les bases de quelque chose soient posées. J'ai trouvé les scènes suivantes plus laborieuses, parfois trop longues, et j'ai compris au bout d'un moment, et c'est le côté très malin de la série, c'est que les scènes de sexe, elles sont aussi là pour nous montrer à quel endroit de leur relation ils sont tous les deux. Et on voit bien qu'ils font pas l'amour de la même façon au début qu'à la fin de la saison. Et rien que ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien vu. C'est une série que j'ai eu du mal à aimer au début, en tout cas à la première vision, parce que déjà parce que je la trouve pas très aimable dans ses lumières, dans ses costumes, même dans le choix de ses personnages
personnages et dans l'écriture de ces personnages, il y a quelque chose de, justement, si on la compare à Normal People, c'est aussi pour le côté normal, quoi. Et pas forcément dans le sens le plus sexy du terme, c'est-à-dire que c'est un couple très lambda, c'est-à-dire qu'ils sont exaspérants, ils sont mal habillés, leurs conversations sont parfois chiantes. Je veux dire, les rodères de Anna, au bout d'un moment, je n'en pouvais plus. Je dis, mais c'est pas possible, elle est exaspérante. Et en même temps, lui, il est encore pire, il est lâche, il n'arrive pas à s'opposer à sa mère, il est immature. Et parfois, cette existence et les moments de cette existence qui sont saisis dans chaque épisode sont un peu médiocres. Mais au bout de ça, ou en tout cas derrière ça plutôt, il y a cette croyance dans le fait que ce dispositif va finir par créer du sens, va finir par créer une œuvre, et qu'au bout du compte, ce rendez-vous annuel autour d'un quotidien très banal, il va produire déjà un attachement aux personnages, on finit quand même par les aimer, par se rapprocher d'eux, et puis il y a une identification qui joue à fond, en tout cas, je pense pour n'importe qui est déjà tombé amoureux, c'est-à-dire que voir ce couple traverser tout ce qu'il traverse, traverser des choses qui sont parfois similaires à ce que nous on a pu vivre, et en tout cas se rejoindre et avoir toujours envie d'essayer, avoir toujours envie d'y croire, moi j'ai trouvé ça tout simplement bouleversant. Et les séries, elles sont là aussi pour ça. Elles sont là pour nous faire éprouver un dispositif, pour nous faire éprouver une mise en scène et pour nous dire quelque chose sur nos propres existences. Ça, j'ai trouvé ça très, très fort. Donc, qu'une série aussi laide, parfois, aussi mal dialoguée, il y a par exemple un épisode, je me souviens plus lequel c'est très exactement, mais que j'ai trouvé fantastique parce que c'est un moment où Oscar, qui est médecin, prend en charge une espèce de petite frappe qui s'est fait agresser en bas de chez lui. Donc c'est la nuit du Nouvel An. Je crois qu'il rentre de l'hôpital, il est crevé. La dernière chose dont il a envie, c'est de faire encore des points de suture. Et pourtant, il récupère ce gamin et il lui fait des points de suture. Et je ne sais plus pour quelle raison, il décide de l'emmener à Valence, il me semble. Oui, Et donc, il le il y a un ramène à trajet en Valence, voiture. ouais. Voilà, il le ramène à Valence. Et moi, ce trajet-là m'a paru interminable, ennuyeux au possible. Et à la fin, il y a ce plan, pardon, je spoil, mais qui est fantastique, où Oscar se retrouve sur une plage où il devait aller avec Anna au tout début de leur relation. Et on le comprend sans une parole. Il n'y a pas une parole qui est prononcée. On reconnaît juste le lieu. On sait juste qu'on est là et que le fait d'aller à Valence, ça lui fait penser à Anna. Ça, je trouve ça absolument bouleversant. J'ai trouvé ça magnifique. Et c'est pour ça que cette série que j'ai eu du mal à finir, je l'ai regardée une deuxième fois et j'ai trouvé que c'était une des meilleures séries de l'année. Et d'ailleurs, dans ce plan-là, la caméra reste sur la plage et les deux personnages sortent du champ pour aller dans un autre resto où justement le petit jeune de Valence lui dit c'est mieux que l'autre qui est un peu bourgeois. Mieux, je vais t'amener là-bas. Effectivement, le plan reste comme ça et on échappe aussi. Moi, j'avais très peur qu'on ait l'année de l'accident d'un tel ou un tel qui va se retrouver alité. Bon, on échappe quand même au tir-larme. On reparlera du tir-larme tout à l'heure dans d'autres séries, mais voilà, là, on y échappe. Benjamin Faux sur le temps, la mise en scène, le dispositif de Los Años Nuevos? Tout d'abord, je voudrais juste effectivement souligner que pour moi aussi, c'est un coup de cœur inattendu de l'année. Inattendu à moitié, parce que j'attendais quand même, j'avais vu le nom de Rodrigo Sorogoyen au générique. Et même si il partage le générique avec deux co-scénaristes, deux co-créatrices, Sarah Cano et Paula Fabra, une des forces de la série, c'est de toute évidence sa mise en scène. Et une mise en scène purement de l'objet audiovisuel. Bon, il doit quand même bien la porter sur ses épaules aussi un petit peu. Et donc, Los Años Nuevos, d'abord, pour moi, c'est une série de genre, comme il y a des séries policières ou des séries de casse, c'est une série de la chronique amoureuse intime. On a cité Bergman et Linklater tout à l'heure, Norman People, etc. Mais c'est un genre à part entière. Et pour moi, ce genre de film ou de série, d'œuvre, c'est un peu comme si on prenait à l'envers ce que disait Truffaut sur le cinéma et la vie. Parce que la citation est célèbre, elle est dans la Nuit américaine. Et la citation, c'est les films sont plus harmonieux que la vie, il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Et souvent, dans la chronique intime, la chronique amoureuse intime, souvent, on a l'impression qu'il n'y a plus que les temps morts et que les embouteillages, et qu'avec ces temps morts et ces embouteillages, on crée une vérité, quelque chose de beaucoup plus proche de la vie qui nous parle directement.
Et ce qui est admirable dans cette série, c'est que cette vérité, ce réel, nous est transmis par plein de dispositifs qui sont des dispositifs de fiction pure, de mise en scène. C'est une série très formelle, mais qui donne quand même l'impression de vérité et de spontanéité, une sorte voilà. Un peu, d'ailleurs, comme l'an dernier, The Pitt avait réussi à le faire aux USA, vraiment dans un autre genre, très à l'américaine. Alors, on a parlé tout à l'heure du choix du un jour par an, qui est symbolique pour eux, pour les personnages, pour nous. L'entrée dans la nouveauté, enfin laisser derrière soi, ou ne pas réussir à laisser derrière soi le passé, etc. Et puis, il y a au moins 3 choses que j'ai trouvées admirables dans la mise en scène de Sorogoyen. C'est d'abord sa capacité à filmer le chaos. Et d'ailleurs, je suis pas d'accord, pour le coup, je suis pas d'accord avec le fait que la série soit mal dialoguée, mais pour moi, elle est dialoguée dans le chaos, et c'est ça qui donne sa force. Et Sorogoyen réussit merveilleusement à filmer les scènes de groupe, les scènes de fête, les scènes d'échange chaotiques. Il réussit à construire une tension réelle entre les personnages par des regards, des mots qui n'ont pas vraiment de rapport avec la situation. Enfin, c'est vraiment tout un... Et c'était déjà quelque chose qu'il avait réussi dans sa série précédente qui était en 2020, qui s'appelait Antidisturbios, qui pour le coup était une série admirable, mais qui était avec beaucoup plus de tension. Et puisque c'était l'histoire d'une brigade de l'équivalent des CRS espagnols qui était contraint, enfin qui en tout cas qui était sous le coup d'une enquête à la suite d'une bavure. Donc c'était beaucoup plus lourd à porter. Mais il y avait déjà ces scènes de groupe, cette façon de filmer les dialogues et de filmer les dialogues de groupe, de fête, etc., qui est extrêmement fort et que par exemple on ne retrouve pas dans une série qui se veut tout aussi réaliste, voire naturaliste, dont on parlera plus tard, Des Vivants, qui est admirable pour d'autres raisons. Mais quand on regarde les deux séries côte à côte, on est frappé par la virtuosité dans la mise en scène et l'interprétation chez Sorogoyen et une certaine lourdeur, entre guillemets, parce que c'est quand même, le mot est fort, pour Des Vivants. Deux petits exemples. Rapidement, le dernier épisode comporte un plan séquence. Alors, le plan séquence, on en parle à tous les épisodes parce qu'il y en a tout le temps, dorénavant. C'est le plan. C'est un dispositif désormais classique, voire récurrent dans les séries et au cinéma. Dans ce cas-là, il a une fonction très classique, cinématographiquement parlant. C'est-à-dire que c'est une scène de huis clos et le temps réel, l'unité de temps et de lieu permettrait de révéler une vérité humaine. C'est le moment où deux personnages se révèlent et réussissent par la parole à dire leur vérité. Et c'est quasiment c'est un peu un principe voyeuriste, c'est un peu un principe qui vient du théâtre surtout. On prend deux cobayes humains, on les isole, ils interagissent et de ces interactions, on s'attend à ce que naisse une vérité qui s'adresse à nous, à tout le monde, une mise à nu. C'est un principe théâtral très classique. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire dans l'épisode 3 d'Adolescence, l'interrogatoire dont on parlait la dernière fois. Et c'est aussi, voilà, ça crée du réel, ça crée de la vérité, ça nous crée une proximité avec les personnages, mais c'est une création, c'est de la mise en scène pure. Et le dernier, on en a parlé rapidement, mais je vais juste dire un mot dessus, c'est les plans fixes, parce que c'est peut-être les plans qui m'ont le plus marqué dans la série. Effectivement, régulièrement, il y a des inserts sur des personnages secondaires, des couples, que les deux personnages principaux rencontrent ou côtoient régulièrement. Et ça se passe toujours à un moment d'impact, à un moment où le contact de l'autre apprend aux personnages quelque chose sur eux-mêmes. Et à chaque fois, c'est ultra fort, ces moments-là. Ces plans, et ce sont des plans qui sont effectivement qui vont à l'encontre d'une mise en scène naturaliste. Bon, c'est vraiment des plans face cam, c'est un dispositif audiovisuel pur et dur. Et en même temps, ça dit quelque chose de très fort qui est l'impact que les autres ont sur nous et la preuve par l'exemple qu'aucun homme n'est une île, comme dans le poème. Et la série se termine d'ailleurs par deux plans
face caméra, mais cette fois, ce sont les deux personnages qui se regardent de part et d'autre d'une rue avant de se mettre en mouvement. Alors, je vous dirai pas ce qu'ils vont faire après, parce que je ne vais pas spoiler à toute fin de la série. Mais c'est clairement un moment de prise de conscience et de reconnaissance de l'autre. Et c'est, voilà, comme les plans fixes de couple de personnages secondaires, entre guillemets, tout au long de la série. Et donc voilà, c'est une série qui est à la fois très réaliste, qui parle vraiment au cœur et à l'intime de chacun, et qui est aussi effectivement très fabriquée, mais au sens noble. Benjamin nous a livré quelques clés. Gilles, le mot de la fin sur Los Años Nuevos, on reste sur plan séquence, réalisation, dispositif. Ouais, ouais, je voulais juste, moi qui suis complètement ignare en mise en scène, ça m'a marqué. Enfin, à un moment, ils sont dans leur voiture, que ce soit avec le gars dont parlait Audrey tout à l'heure, et même tous les deux, on les voit souvent. Il y a souvent des plans très rapprochés, des visages. J'ai eu l'impression quand même qu'il y avait beaucoup. Alors à part les scènes de groupe, mais souvent c'est des plans rapprochés. Trois quarts d'eau, on les voit. C'est dans la voiture, c'est comme si on était un troisième juste derrière eux. Et voilà, je trouve que effectivement, il y a un esprit plan séquence, même s'il y en a pas toujours. Moi, effectivement, ça m'a un peu évoqué adolescence dans le réalisme. Et j'ai trouvé que la mise en scène était très réussie. À un moment, elle est allongée sur un lit et on a voir la tête renversée. Enfin, la tête est à l'envers et on est en plongée sur elle. Enfin, c'est des plans effectivement assez qu'on voit pas souvent, quoi. C'est des choses, voilà. Et du coup, ça fait pas mise en scène. Ça fait un peu comme ça. Cadrage de la vie, je sais pas, quelque chose comme ça. En tout cas, souvent les plans sont souvent très serrés sur les visages et pas forcément. Alors des fois on les voit de face, mais des fois on les voit plutôt de trois quarts d'eau. Enfin, on est souvent juste à côté d'eux. Enfin voilà, il y a un côté dans la mise en scène qui moi m'a marqué, que j'ai fini par remarquer alors que je remarque rien du tout. Quelque chose d'assez réaliste en tout cas, Voilà, avec une ou deux scènes un peu oniriques dans une boîte de nuit. Elle croise un espèce de personnage qui livre quelques éléments un peu étranges. Benjamin Campion. Bah, juste un mot pour finir, pour abonder dans le sens de ce qui a été dit, c'est qu'on a beaucoup parlé de mise en scène et je sais que c'est un sujet qui fâche quand on parle de série, mais le fait que ce soit un réalisateur qui soit aux manettes, bah oui, ça apporte des idées de mise en scène et pour moi, les deux sont pas contradictoires en fait. Le cinéma et la télévision, c'est une belle rencontre et ça peut donner des séries formidables comme celle-ci. Donc je vois pas pourquoi il faudrait opposer systématiquement, pardon, hein, c'est un peu mon cheval de bataille, mais pourquoi il faudrait opposer le cinéma et la télévision comme si il pouvait pas y avoir d'harmonie et de synergie, de symbiose entre les deux. Bah là, on le voit. Et bah oui, il y a un regard. Il y a quelqu'un qui a un regard et puis il travaille pas tout seul. C'est une équipe. Donc il y a aussi des scénaristes. Donc il y a aussi ce duo. Mais je veux dire, Lynch et Frost pour Twin Peaks, bah oui, c'était aussi un attelage qui fonctionnait très bien comme ça. Donc le cinéma, pour moi, il a énormément à apporter aux séries et inversement. Et là, je pense qu'on en a une belle démonstration parce que cette série, elle est nourrie par un concept narratif très sériel, donc très télévisuel, mais aussi par le regard d'un cinéaste qui apporte sa vision et qui apporte ses idées. Et donc, bah voilà, je pense qu'il n'y a pas de raison d'opposer les deux de façon un peu dogmatique et idiote, à mon sens, alors que bah, ils sont faits pour fonctionner ensemble, ces deux médiums et ces deux arts. Oui, et puis la grammaire, je partage cet avis, et puis la grammaire d'une série et d'un film, c'est la même grammaire et la même écriture. Merci, on passe à la troisième série Task, mini-série HBO, pilotée par Brad Inglesby, en espérant que ça se prononce comme ça. Déjà showrunner de Mare of Easttown, dont on avait parlé en 2021 avec Kate Winslet. Task, c'est du polar un peu poisseux, on va dire, avec des éboueurs qui volent l'argent de la cam, des motards hyper violents et une unité du FBI assez brinque-ballante qui vont tous tragiquement se croiser, tout ça dans des paysages luxuriants de Pennsylvanie, à l'écart de la ville. Au casting, un Mark Ruffalo abîmé, Fabien Frankel, connu pour son rôle de Kristen Cole dans House of the Dragon, et Tom Pelfrey, excellent, qui jusque-là avait eu plutôt des seconds rôles. Benjamin Faux, dans Le Point Pop, tu as évoqué dans cette série qui a des défauts dont on va parler, mais en tout cas un regard très bienveillant et empathique sur l'ensemble des personnages, quels qu'ils soient. Personne n'étant tout à fait innocent dans cette série, mais en tout cas un regard plutôt empathique sur les personnages. Bah oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est aussi une série de genre, entre guillemets. C'est un drame psychologique policier très social.
qui est vraiment ancré dans une réalité d'une communauté rurale de Pennsylvanie. Alors, quand on parle de la Pennsylvanie, en général, on parle on pense plus à Philadelphie, c'est-à-dire port, métropole de la côte est, mais c'est un État aussi très rural et qui touche aux Grands Lacs, enfin les Grands Lacs. Et donc c'est un polar effectivement en, où les deux personnages principaux, de manière évidente, sont deux laissés pour compte de la société, chacun à leur façon. Chacun ont été abîmés par la vie et par la société à sa façon. Et c'est la dynamique principale de la série va être leur affrontement à distance, au début à distance. Et d'un côté, on a un Mark Ruffalo très convaincant en flic du FBI qui se retrouve après avoir été un petit peu au placard pendant un temps pour une raison qu'on ne développera peut-être pas ou on en parlera, on verra. Donc il revient un peu aux affaires sur un cas un peu délicat. Et ça fait plaisir de voir Mark Ruffalo bien jouer après 15 ans de Marvel. Moi, ça m'a fait plaisir de le revoir en forme. Voilà. Et on a aussi donc le personnage opposé qui est un père de famille pauvre, donc éboueur, qui galère et qui essaye de sortir sa famille de la semi-misère dans laquelle il vivote, de la pire des façons, c'est-à-dire en volant de l'argent à des trafiquants de drogue. Ce qui quand même est une erreur fondamentale que beaucoup de gens font dans les séries et les polars, apparemment. Et donc voilà, et cette enquête, plus que cette enquête, c'est une sorte de tragédie humaine, puisque ce qui va se passer, c'est effectivement que tout va mal se passer pour tout le monde, quasiment, et on a une sorte de vraiment de mécanisme tragique et qui se déroule, qui va vers une fin qui est très belle et très réussie, je trouve. Les derniers épisodes de la série sont poignants et vraiment et marquants. Et le défaut de la série, c'est c'est aussi une série contemplative, mélancolique, voire dépressive, honnêtement, et qu'elle souffre d'un petit creux central où effectivement on s'attarde un petit peu sur le passé difficile des personnages, où on prend beaucoup de temps, où les épisodes se ressemblent un petit peu. Et on est vraiment coincé entre un départ en fanfare, une fin très très belle, et un ventre mou où on creuse le malheur des personnages, mais on a l'impression que c'est que du malheur, qu'on a l'impression vraiment juste qu'on consomme du malheur à l'état pur, ce qui est pas désagréable, mais on a un peu plus de mal à rester devant la série. Après, franchement, c'est aussi c'est quand même, là, j'ai l'impression de râler, mais c'est un des meilleurs, voire le meilleur polar de cette année. Et c'est vraiment ce que j'aurais voulu que Denis Lehan continue à écrire, plutôt que son mauvais smoke sur Apple TV. Donc c'est un peu un type de drame rural, social, réaliste, que j'attends d'une série américaine et que j'ai trouvé avec effectivement des défauts dont on peut peut-être parler ou débattre. Benjamin Campion sur le naturalisme de la série. Moi, je j'ai pas trop les réserves de Benjamin. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est une très très belle série. C'est vraiment très dense. Alors oui, c'est contemplatif, c'est dépressif, mais pour moi, ce sont pas des défauts. Ça, une série elle peut être contemplative, même sur cet épisode, et justement, elle prend le temps. Et tout ce découpage syncopé que qui me rebute dans The Beast in Me, par exemple, où je vois que c'est découpé, c'est mécanisé, et il faut que ça avance et qu'il y ait des rebondissements, etc. Là, on prend le temps. On prend le temps d'explorer des contextes familiaux difficiles. Bah oui, c'est pas une série feel good machin, c'est une série dure, c'est une série sur des réalités. Enfin, je veux dire, quand on voit l'état de certaines populations aux États-Unis aujourd'hui, on va pas nous raconter que tout est merveilleux et que dans cette misère, tout à coup, ils ont gagné, ils vont à Disneyland, quoi. Bah non, c'est la merde et c'est la merde pour tout le monde. Et moi, c'est ça qui me fascine, c'est que de l'affiche qui montre les deux personnages qui vont à contre-courant, qui vont en sens inverse,
jusqu'au début de la série qui les oppose en montage parallèle, donc l'un, l'autre, et on voit bien que il y a des échos en fait entre leurs deux situations et que chacun, comme l'a bien dit Benjamin, sont des gens abîmés, ont souffert de la vie. De la vie avec des circonstances différentes pour chacun. Voilà, c'est vraiment une série. Il y a un anti-manichéisme qui me semble très intéressant. Donc, ça reste du polar avec des ficelles classiques dans la construction narrative. C'est pas une série high concept où on va casser tous ces codes-là, mais par contre, c'est fait avec une personnalité. Et vraiment, Bride Inglesby, après Mayor of Easttown, qui était déjà une série excellente, donc il a signé un contrat avec HBO et là il renouvelle, il remplit il satisfait toutes les promesses, tous les espoirs qui étaient fondés en lui. Je trouve, c'est une série qui parle de chez lui, il connaît ce milieu-là et ce qui m'a fasciné dans cette série, c'est comment elle dépeint des familles qu'on pourrait dire des familles décomposées. Il y a des circonstances on nous parle de paternité blessée, de violence conjugale, d'enfants qu'ils soient biologiques ou adoptés, qui sont confrontés à l'abandon, au crime, au dénuement, à la malnutrition, à l'emprisonnement pour certains. Donc vraiment, les configurations sont assez multiples, les situations sont assez riches. Et donc, ça dit beaucoup des pères, ça dit beaucoup de la paternité, de l'éducation, du rapport aux enfants, et même chez les bikers. C'est-à-dire qu'eux aussi sont, pour certains, des pères de famille. Donc c'est une série qu'on va dire assez masculine, mais il y a aussi des personnages féminins, notamment dans cette équipe d'investigation, donc la Task Force. Il y a aussi des personnages féminins qui sont très intéressants, qui ont beaucoup de personnalité, qu'ils soient effacés de prime abord ou alors très caractériels, très dynamiques de prime abord aussi. Tout ça va se confronter, ils vont se confronter les uns aux autres. Donc je trouve que les personnages sont très creusés, très riches. Et voilà, il y a beaucoup de phrases que j'ai retenues, j'en ai noté quelques-unes. Par exemple, quand on grandit, on choisit ce qu'on garde de nos parents et ce qu'on rejette. Ça, je trouve que c'est intéressant, par exemple. Qu'est-ce que c'est que grandir dans ce type de milieu où les parents sont pas forcément là. Alors, il y en a qui sont décédés, il y en a qui sont des parents de substitution, mais qui sont irresponsables ou qui versent dans le crime, donc forcément qui mettent en danger la fratrie et la cellule familiale. Les enfants, la grande fille du criminel éboueur qui devient criminel, cette fille-là, elle devient une mère de substitution parce qu'il n'y a plus de mère et le père, il est parti aussi. Finalement, c'est l'oncle qui est présent. Donc voilà, c'est aussi la famille d'aujourd'hui, quoi. La famille d'aujourd'hui qui est plus le noyau nucléaire ordinaire. Ce sont des familles de fabrication, de recomposition. Et là-dessus, je trouve que la série est quand même très, très intéressante. Il n'y a pas vraiment de gentils et de méchants, en fait, dans cette série. Les personnages sont complexes. Et par exemple, le personnage que joué par Mark Ruffalo, c'est un prêtre qui a fini au FBI. Donc c'est intéressant sa trajectoire. Comment un prêtre finit-il au FBI? On nous demande dans la série. C'est une bonne question, je trouve. Et voilà, tout arrive pour une bonne raison. C'est une des phrases qui revient. Donc, est-ce que ce sort des personnages, il est tragique au sens où ce serait déjà écrit d'avance, ou alors est-ce que ça s'appuie sur notre libre arbitre et est-ce que nos décisions, un conséquentialisme, nous amènent à ce que nous devenons aujourd'hui? Donc, voilà, il y a deux rapports philosophiques qui s'opposent en fait entre la vie qu'on subit et ce qu'on subit parce qu'on a pris des décisions dans notre vie qui nous ont amenés à cet endroit-là. Donc je trouve ce débat philosophique au sein de la série, il nous amène très très haut. Donc voilà, moi c'est vraiment une série qui m'a énormément intéressé, stylistiquement, narrativement, dans ce que ça dit des personnages. Je trouve que sous forme de mini-série, alors ça va revenir, il y aura une deuxième saison, mais en tout cas rien que cette saison, je trouve qu'elle est extrêmement instructive sur l'humain de manière générale. Audrey, ce qui t'a gêné, toi, c'est la question justement des ficelles qui s'apparentent à des cordes et on retrouve pas la beauté et la vision d'un monde social un peu qui fonctionne. Il y a quelque chose d'un peu, aride et d'un peu dur dans cette série, d'un peu masculiniste.
Justement, c'est ce qui aurait fait l'intérêt de la série si elle avait été pour moi réussie. Non, j'ai été très déçue. C'est une série qui arrive comme ça avec tout comment dire, son cadre très HBO. On va montrer la violence, on va essayer de refaire un peu Mare of Easttown, mais du point de vue des hommes. C'est quand même beaucoup la même idée. Simplement, c'est transposé effectivement dans un endroit qui n'a pas les mêmes couleurs, qui n'a pas les mêmes reliefs. C'est à la campagne. Bon, et puis surtout, le personnage principal est un homme et ça change déjà pas mal de choses. Il y a beaucoup de points de départ qui sont intéressants. Le fait que le gentil et le méchant soient en fait deux mauvais pères. Que toute l'histoire soit racontée à l'aune de cette paternité défaillante, de cette masculinité blessée, ça, j'ai trouvé ça tout à fait intéressant. Mais moi, j'ai un problème avec le personnage de Mark Ruffalo, qui est un acteur que j'aime beaucoup et qui, alors moi, je regarde pas de Marvel, mais en tout cas, il a une très très belle carrière de série depuis longtemps. Il joue beaucoup. Moi, ce personnage-là me fait un tout petit peu penser à un des personnages qui jouait dans I Know This Much Is True, qui est une série HBO aussi, je crois, dans laquelle il incarne deux frères jumeaux, donc un qui a des problèmes, l'autre qui est schizophrène. Et dans le cas du frère qui s'occupe de son jumeau schizophrène et dans le cadre de Task, on a cette même idée d'un homme qui est absolument écrasé par ce qui lui arrive, écrasé par son incapacité à se défaire de son passé, d'un mariage, d'une paternité qui s'est pas déroulée comme il l'avait prévu. Et là, je le trouve très engoncé, très engoncé. Et d'ailleurs, la série a beaucoup de mal à faire exister d'autres personnages autour de lui. C'est quand même une série qui s'appelle Task. Et il y a une task force qui est mise sur pied donc dans ce petit coin de Pennsylvanie pour essayer de démanteler des réseaux de trafic de drogue qui passent par des gangs de bikers. Et ben, on a du mal à parler de ces autres personnages-là, tout simplement parce qu'ils ont du mal à exister. Et là, la grande force de Mare of Easttown, c'était justement de s'inscrire à Easttown, dans cette ville-là, et de faire de son héroïne une native du coin qui n'avait jamais quitté la ville, qui avait élevé ses enfants là-bas, qui avait des amis, qui avait une place dans cette espèce d'écosystème. Et je trouve que pour justement décrire les maux de cette partie-là de l'Amérique, de la Rust Belt, qui est bouffée par la drogue, qui est bouffée par la désindustrialisation, par les foyers brisés, etc., c'était beaucoup plus efficace. Là, il y a quelque chose de l'ordre de la culpabilité. Alors, je vois bien ce que Brad Inglesby a essayé de faire. Cet ancien séminariste, le poids de la culpabilité qu'il porte par rapport à ses enfants qu'il n'a pas su élever, par rapport à son mariage effondré, par rapport à tout ça, et la possibilité de rédemption qui lui est offerte par sa supérieure au FBI qui est jouée par Martha Plimpton. Et ce rôle aurait pu être vachement bien, quoi, s'il avait été un petit peu plus développé. Moi, j'ai été extraordinairement frustrée. Aussi par le défaut qui est pour moi l'autre problème de la série, c'est que ça manque de rebondissement. C'est que l'histoire, elle est faible. Autant les scènes d'action sont intéressantes parce qu'il y a une vraie réalisation et quand ça va chez les gangs de bikers et quand ça filme la violence des bikers, y compris vis-à-vis de leurs propres femmes, là, ça devient beaucoup plus intéressant. Mais on est dans l'action pure. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait des trahisons, beaucoup plus que ça. Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de secrets. Je m'attendais à ce que l'histoire le récit de l'enquête, tout simplement, nous emmène un petit peu plus dans les tréfonds de l'Amérique, qu'on comprenne un petit peu plus comment ça se passe, comment on en arrive à avoir des régions entières qui sont laissées à leur propre sort. Et finalement, je me suis ennuyée. Je me suis ennuyée dans cette description. Je me suis ennuyée. Pour le coup, il y a un manque d'efficacité que j'ai trouvé étonnante, qui contraste totalement avec Mare of Easttown et qui, à mon avis, affaiblit beaucoup la série. L'enquête, c'est pas True Detective, hein. Effectivement, elle est un peu prétextuelle, Benjamin Campion. Bah alors je sais pas, je pense qu'on doit avoir des attentes différentes moi et Audrey parce que l'efficacité, moi je recherche pas l'efficacité, les rebondissements. Mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les séries doivent être mécaniques, elles doivent s'appuyer sur des trucs de scénaristes. Il faut qu'elles rebondissent. Ça c'est The Beast in Me. Elle propose ça. C'est la série. Une série comme True Detective, et il y en a d'autres, je pense qu'on peut trouver, nous prennent par surprise, déjouent nos attentes, nous emmènent dans des endroits qu'on n'attendait pas, et le font pas forcément d'une façon mécanique. Ça, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord.
Mais True Detective, par exemple, c'est une série aussi extrêmement contemplative, donc on pourrait la trouver ennuyeuse, parfois fait des digressions de 10 minutes où on nous parle de Nietzsche, on nous parle du temps qui forme Flat Circle, etc. On pourrait lui faire ces reproches-là, et pourtant, c'est une série qui était assez fascinante. Moi, je trouve que Task est dans cette lignée, alors un peu moins métaphysique, un peu plus proche du sol, un peu plus ancré dans la terre, mais cette série aussi se permet la contemplation. En fait, moi, j'aime la contemplation, j'aime Antonioni, j'aime Bergman, enfin voilà, j'aime ce cinéma-là aussi. Je trouve que cette série, elle est dans cette idée de prendre le temps d'explorer des personnages. Moi, si vous voulez, il y a une référence à laquelle je pensais au début, c'était Slow Horses, c'est-à-dire au début, on a l'impression que cette task force, c'est un peu des bras cassés, des rebuts qu'on a mis là, qu'on a composés. Sauf que la série prend un tour différent parce qu'elle est moins de l'ordre du comique et de la facétie, elle est plus dans un récit réaliste, mais prendre le temps d'explorer des personnages, de nous montrer sans forcément qu'il y ait des rebondissements, des cliffhangers, des effets. Parce qu'en fait, à mon sens, c'est ça une enquête. Et c'est aussi, ça peut être très ennuyeux, très plat, très insipide, une enquête policière. Mais là, pour autant, je trouve que les scènes, ce qu'on pourrait appeler des scènes d'action, n'arrivent pas, à mon sens, pour remplir un cahier des charges. Mais par contre, elles sont fascinantes pour moi parce que là, il y a vraiment une montée d'adrénaline, une tension qui s'installe. On a vraiment l'impression d'y être. Donc voilà, moi je trouve que c'est le polar au sens le plus noble du terme et j'ai pas l'impression que ça soit la série HBO qui arrive en roulant des mécaniques. Moi je trouve pas. Ou alors on va reprocher ça à toutes les séries de HBO et on va vouloir que des séries de plateforme à la Netflix, quoi. C'est-à-dire que c'est une série qui arrive, oui, avec de l'ambition, mais je trouve pas qu'elle en fait des tonnes et non, au contraire, je trouve elle Je l'amène. suis d'accord. Pour moi, elle arrive avec un esprit de sérieux qui, à mon Ouais. avis, fait du tort que n'avait pas Mare of Easttown, pour le coup. Mais True Detective, c'était une Beaucoup moins série. Mare of Easttown. True Detective avait extrêmement cet esprit de sérieux. C'était une série qui était. C'est vrai. C'est vrai, Mais mais pourtant, c'était quand même on l'a joué, quoi. pour moi mieux écrit et c'était peut-être aussi mieux incarné. Là, pour moi, il y a un problème avec, avec l'acteur principal, tout simplement. Là où Kate Winslet réussissait à incarner des choses très fortes avec la culpabilité. Rappelons-nous quand même du poids de la culpabilité du personnage de Kate Winslet par rapport à son fils dans Mare of Easttown. C'est autre chose quand même que ce que Mark Ruffalo nous donne à voir. Ouais, mais Mark Ruffalo, pour moi, c'est pas la série de Mark Ruffalo. C'est là où je suis un peu en désaccord avec toi, c'est que pour moi, c'est une série qui est beaucoup plus chorale, parce que la Task Force, moi, je trouve qu'elle est pas centrée uniquement sur Mark Ruffalo, c'est le chef d'équipe, mais les membres de sa Task Force, ils ont aussi une vraie personnalité, on les retient, on les a en tête. Hein, il y en a une qui est donc cette jeune femme noire qui a subi des agressions, des agressions conjugales et qui raconte ça à un moment pour s'attirer la sympathie d'un témoin, d'une femme voilà, donc auquel elle fait un interrogatoire. Donc elle raconte cette histoire-là. L'autre femme, au début, elle est au téléphone, elle a l'air extrêmement angoissée, extrêmement stressée. Elle se fige d'un moment où elle doit intervenir dans une scène d'action, et puis ensuite elle culpabilise par rapport à ça. L'homme, lui, il est plus sûr de lui. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme et en même temps qui est un charmeur et enfin voilà, donc ils sont tous pour moi une épaisseur, une identité autour du personnage de Mark Ruffalo. Et ça, c'est qu'une partie, parce qu'après il y a toute la partie autour des bikers qui sont aussi extrêmement intéressants. Certains sont des pères de famille. Et puis il y a notre trio d'éboueurs au début qui également ont une richesse. Donc moi je trouve que la série est plus chorale que Mare of Easttown, que j'ai beaucoup aimé, mais pour des raisons un petit peu différentes. Là, elle a une envergure qui me semble encore plus forte. Donc et encore plus forte aussi que True Detective, que j'ai trouvé admirable et peut-être en termes de mise en scène qui allait plus haut, mais je trouve que Task vraiment porte bien son nom. C'est pas la série de Mark Ruffalo, c'est une série sur une task force et sur un ensemble de personnages qui gravitent autour de ce milieu du crime. Donc voilà. Dernière série qui nous occupe aujourd'hui, et pas des moindres, Des Vivants, série franco-belge diffusée sur France Télévisions, produite par Jean-Xavier de Lestrade qui réalise aussi. Il avait donné récemment Sambre, il vient du documentaire judiciaire, on lui donne notamment une série documentaire sur la rocambolesque affaire Michael Peterson. Je laisserai les auditeurs aller voir. Voilà, c'est une série documentaire qui s'est installée pendant très très longtemps. À la création également et au dialogue, Antoine Lacomblaise. Des Vivants sort 10 ans après les attentats du 13 novembre. Mais se déroule juste après eux ou un tout petit peu après. On y suit un groupe de survivants pris en otage, littéralement,
par les terroristes au Bataclan qui tentent de se reconstruire après cet événement traumatique. La série se veut fidèle au récit des vrais rescapés que Lestrade a rencontrés longuement. Plusieurs scènes se déroulent au Bataclan. Enfin, ça a été tourné au Bataclan sur 2 jours et puis après, il y a eu des scènes en studio. Tout cela a été très éprouvant pour les acteurs et actrices qui ont parlé avec les rescapés. Les rescapés sont venus assister au tournage, à toutes les étapes de la production. Bon, c'est une série cathartique, c'est une série qui sort pour les 10 ans, c'est une série lieu de mémoire. Qui voudrait commencer sur cette série et son objet difficile? Benjamin Campion. Ouais, je veux bien ouvrir parce qu'en fait, c'est une série qui m'a posé beaucoup de questions et du coup, peut-être mes camarades vont rebondir là-dessus. Moi, j'ai été un peu gêné au début parce que je trouvais qu'il y avait des choix discutables. Je pense notamment au premier épisode qui tout de suite nous plonge in medias res dans la prise en charge des victimes. Alors, c'est pas qu'on est dans l'attentat en lui-même, mais juste après. On voit la prise en charge des victimes par les ambulanciers, etc. Et très vite, ça se centre sur. On voit notamment Alix Poisson. Je donne le nom de l'actrice parce que du coup, on reconnaît tout de suite une actrice, en plus connue maintenant qu'on voit dans beaucoup de séries et beaucoup de séries de Jean-Xavier de Lestrade. Elle a joué dans 3 fois Manon, Jeu d'influence, Laetitia, Sambre. Et donc là, c'est la 5e. Si je peux me permettre, je pense que de Lestrade, il devrait dire merci à Alix Poisson, mais on va peut-être commencer à travailler chacun de notre côté parce que là, ça commence à se voir beaucoup. Alors moi, je trouve que c'est une très bonne actrice, il y a rien à dire. Mais ce qui m'embêtait là, c'est que vraiment tout de suite, on reconnaît une actrice connue, enfin célèbre, réputée dans une série qui parle des victimes des attentats du Bataclan. Et voilà, je trouve que je suis pas sûr que ça, enfin, il m'aurait semblé plus avisé de vraiment employer des acteurs méconnus pour ce rôle-là. Bon. Ça c'est une chose. Je veux pas faire procès d'intention. C'est un choix. Voilà, ça se respecte. Il y a pas de problème. Mais ça, c'était une chose. Après, dans le premier épisode, les flashbacks à l'intérieur du Bataclan où on revit les attaques et on nous montre les terroristes. Alors en cachant un peu leur visage, en tronquant, mais quand même flouté, bord cadre, mais quand même en leur donnant la parole. C'est compliqué, quoi. C'est un choix qui me paraît aussi assez audacieux. J'étais pas complètement convaincu par ça. Alors après, ils reprennent des images documentaires. Bon, ça, de Lestrade le fait souvent. Donc, on mêle la fiction et le documentaire. On revoit la sortie du Bataclan, des images qu'on a tous vues filmées au smartphone de quelqu'un en haut d'un appartement qui a filmé ça. Et ensuite, la série le réemploie parce qu'on nous dit qu'un des personnages était à la fenêtre et est intervenu et devient une sorte de héros. Et donc, c'est fictionnalisé. Donc, le documentaire est fictionnalisé par la série. Ok, ça je trouve ça intéressant. Mais voilà, ces choix-là, et puis aussi ce qui m'est apparu un peu comme des postures au début, parce qu'après je trouve que voilà, on retrouve la sensibilité de la Comblesse de Lestrade. Il y a tout un travail diffus sur les personnages qui est très bien maîtrisé, mais au début je trouve il y a un peu des postures. En gros. Un personnage qui s'appelle Arnaud, qui a un père vraiment insensible, qui lui dit bon vas-y remets-toi, c'est bon, on va pas en faire toute une histoire de ces attentats, reprends ta vie, ok. Des collègues de Marie qui eux sont accablés, donc elle revient au boulot, puis eux, ils sont tous là, il y en a un qui pleure, un jeune qui pleure, et puis elle le prend dans ses bras. Ok, il y a des amis de Sébastien, donc ce héros qui était à la fenêtre, qui eux sont vraiment des charognards, quoi, qui lui disent voilà, vas-y, profites-en, fais une interview, faut que tu profites de ton quart d'heure de gloire, etc. Et puis des effets dramatiques, j'ai trouvé les crises d'angoisse du personnage qui s'appelle Stéphane, qui revit les attentats dans ses cauchemars. Et donc là, on le voit, on voit comme des balles, enfin comme la lumière produite par les Kalash, etc. Donc voilà, je trouvais que c'était extrêmement lourd, extrêmement pesant cette entrée en matière, beaucoup plus pesante que celle d'une autre série. L'autre série dédiée à ces attentats du Bataclan, qui était Une amie dévouée, avec Laure Calamy, qui pour le coup, je trouvais sur l'appréhension des attentats était plus subtile. C'est-à-dire que on voyait le match de l'équipe de France, parce qu'on se souvient qu'il y a eu l'explosion, et on voit un moment, un plan je crois que c'est sur Patrice Evra, on entend l'explosion, et puis lui, il a une espèce il se fiche comme ça une seconde pendant le match, et voilà, ça passait par l'image du match de foot qu'on a vu, que moi j'avais vu, et il y a cette réaction, voilà, il y a un effet comme ça très très saisissant, parce que ça réactive un souvenir que j'avais, mais sans montrer tout de suite les Kalash, les terroristes, etc. Et après, on voyait le personnage de Laure Calamy qui était
rentrer dans la rue et qui voit les ambulances, etc., qui débarquent à toute vitesse pour arriver au Bataclan. Et là aussi, elle est en marge, elle est un peu à côté, elle vit ça comme nous, on aurait pu le vivre sans être à l'intérieur de la salle de spectacle. Donc voilà, tout ça, ça m'a posé des difficultés, mais après, je vais laisser la parole à mes camarades. Je trouve que la suite est très sensible. C'est une série aussi de reconstruction des personnages. On les suit dans leur réhabilitation, leur trauma, leur vie quotidienne. Et là-dessus, c'est vrai que De Lestrade a vraiment une expertise que je trouve extrêmement touchante. Donc voilà, j'ai un sentiment très mitigé. Je suis très curieux de savoir ce qu'en ont pensé mes petits camarades. Alors on poursuit avec Benjamin Faux. Je suis moins mitigé, mais je crois que j'ai perçu un peu les mêmes soucis à la marge que Benjamin. Pour moi, c'est une très belle série, très difficile à concevoir, à réaliser, à regarder. Voilà, c'est très difficile et c'est très difficile, évidemment, à critiquer. Hein. Mais on a tellement passé de temps à dire, moi le premier, que les séries et les films français ne se coltinaient pas l'actualité directe et l'histoire contemporaine, enfin très proche, ne savait pas vraiment réagir dans ces cas-là, contrairement aux USA, que bon bah quand elle le fait, ben on va pas s'en plaindre. Mais vraiment ce qui m'a un peu tenu à distance parfois de la série, c'est justement ce problème de distinction entre le documentaire et le fictionnel. Et par exemple, il y a un des moments les plus forts de la série pour moi, c'est vers la fin, c'est le procès, et c'est les paroles des survivants au procès. Quand on est arrivé là, à ce moment-là de la série, ce moment à la fois m'a bouleversé, et je me suis dit, mais j'ai déjà vu la série parce que je connais chaque mot. Et évidemment, je connaissais chaque mot. Évidemment, parce que j'avais lu les comptes rendus et c'était les mots c'était des mots des vrais survivants. C'était pas une fiction du tout. C'était juste réinterprété par les acteurs. Et le fait que ce soit ce moment-là qui m'ait le plus marqué dans la série, voilà, c'est aussi, voilà, c'est symptomatique. C'est une fiction. La frontière entre fiction et documentaire, témoignage, documentaire, etc., est problématique. La série est souvent admirable quand on entend la voix des témoignages. C'est-à-dire qu'il y a des scènes où les personnages s'expriment sur eux-mêmes. Enfin, c'est quasiment, on est un peu quasiment dans le même état d'esprit que devant en thérapie. C'est-à-dire, c'est vraiment des moments où, voilà, c'est la voix des personnes qui se redécouvrent, qui réapprennent à vivre, etc. Ces moments-là, souvent, sont très beaux. Les moments où les scènes qui sont plus extrapolées, sans même parler des scènes à l'intérieur du Bataclan, c'est parfois moins fort, parce qu'on sent que, parfois, les paroles échangées entre les personnages sont des paroles à destination du spectateur, pour lui expliquer ou pour expliciter quelque chose et plutôt que vis-à-vis des autres personnages. Bon, mais ça reste mineur hein, quand même. Je dis pas du tout que c'est une série qui n'est pas à voir ni voilà ni rien. C'est un défaut mineur, mais ça dépend. C'est peut-être lié aussi à la volonté aussi. Le sujet est tellement important, est tellement écrasant qu'on veut absolument épuiser le sujet. On veut avoir toutes les facettes parce que ce serait vraiment grave d'oublier quelque chose ou quelqu'un. On a les victimes, les otages, les policiers, les avocats, on a les assureurs, les terroristes, enfin tout le monde a sa place, doit avoir sa place. Et parfois, ça sonne extrêmement vrai, surtout quand c'est, comme je l'ai dit, c'est des paroles prononcées. On sent le témoignage, on sent la vérité. Parfois, ça sonne un petit peu plus forcé, peut-être dans les scènes plus extrapolées. Parce que les dialogues sont très écrits en réalité. Donc il y a peut-être pas là Oui. parce qu'il y a des dialogues moi j'avais reconnu des propos d'un documentaire. Enfin voilà, on leur a fait aussi tenir des propos très spécifiques au plus près de ce que les rescapés avaient pu dire. Et donc voilà, il y avait aussi ce texte à avoir en bouche. C'est pas évident. C'est à la fois des dialogues très écrits, c'est à la fois des dialogues tirés des témoignages réels, donc pas forcément écrits, puisqu'on parle, voilà, c'est des gens qui parlaient, qui exprimaient leur et
avec peut-être une surcouche, mais on ne sait pas exactement à quel endroit, mais ça tiraille un peu parfois. Mais globalement, la série est admirable. De toute façon aussi, hein. Complètement. Là, ce que tu Les disais, acteurs sont Benjamin, admirables. Enfin voilà, il y a tellement de choses à voir dedans que. juste un mot, ce que tu disais, Benjamin, ça me fait penser à peut-être une influence de David Simon, quoi, tu vois, dans cette volonté de radiographier toute une société, mais avec C'est vrai. peut-être une mise en bouche plus écrite, plus littéraire chez David Simon, qui paraît, et les acteurs qui s'approprient peut-être un petit peu plus le texte, où là, c'est vrai que cette dimension, elle est écrite, très documentée, c'est la qualité et peut-être la limite aussi, quoi. Et on suit effectivement, voilà, chaque personnage va réagir à sa manière aux attentats et en tenant compte de l'endroit où il en était dans sa vie et on voit que c'est extrêmement compliqué pour eux tous. Donc il y a une grande proximité, peut-être une trop grande proximité au début, en tout cas Audrey avec les personnages, ils nous sont livrés un peu massivement quoi. Il y a un côté peut-être un petit peu lourd dans les entrées en matière. Oui, alors je vais pas contredire Benjamin et Benjamin. Alors moi je préférais plutôt, j'ai tendance à préférer le Jean-Xavier de Lestrade dans le documentaire plutôt que dans la fiction. J'ai toujours trouvé que ses incursions dans la fiction étaient alors parfois très stimulantes. J'avais beaucoup aimé ce qu'il avait fait sur l'affaire Courgeot, bah, toujours avec Alix Poisson, qui était une espèce de mélange de documentaire et de téléfilm en fait, enfin d'interprétation. Mais tout le reste, jeu d'influence, j'avais beaucoup plus de mal, jusqu'à Sambre, que j'avais trouvé excellente à la fois dans son écriture. La série avait été écrite avec Alice Géraud, en partant de son livre sur l'affaire, et aussi dans son dispositif narratif qui consistait à adopter un point de vue différent à chaque épisode pour raconter vraiment l'affaire dans son intégralité. Et là, il a fait un choix de narration qui est très fort aussi, mais qui est très simple, qui est de rester le plus proche possible de la vérité de ce groupe de les potages, voilà, les potes otages, qui se sont serrés les coudes dans un couloir du Bataclan, qui ont passé plus de 2 heures ensemble et qui en ont tiré une amitié qui dure jusqu'à aujourd'hui et qui a été le socle de leur reconstruction. Quelle qu'a pu avoir la forme de ce groupe au fil des années. Et ce choix finalement d'une très grande proximité avec les personnes, eh ben, il limite forcément ce que de l'Estrade et son co-scénariste a pu faire par ailleurs. En fait, il limite l'ambition artistique, il limite la liberté artistique de la série. Donc, on se retrouve avec une série qui, effectivement, rappelle des documentaires qu'on a pu voir sur le sujet. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites dans le documentaire des frères Naudet, qui est passé sur Netflix, qui a été diffusé sur Netflix quelques années après les attentats. Il y a beaucoup de choses dont on a l'impression d'avoir déjà vu les images, d'avoir déjà vu ces personnages. La superposition, parfois, bah, comme dit Benjamin Faux, bah, elle gratte un peu, quoi. Elle n'est pas toujours très évidente. Voir tout à coup un acteur, il y a Alix Poisson, il y a aussi Antoine Reinhardt, qu'on commence à connaître, dont on commence à connaître bien la tête aussi, Benjamin Laverne. Cet effet de superposition, il n'est pas évident. Et puis, il y a des choix, effectivement, qui sont même un petit peu obscurs pour nous, c'est-à-dire ces scènes au cours desquelles bah, ce groupe se met à prendre une guitare, à chanter, des choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec Eagle of Death Metal. Alors, on le sait parce que moi pour mon journal, pour mon travail, j'ai parlé à Jean-Xavier de Lestrade, donc il m'a raconté d'où ça venait et pourquoi il les avait écrites. Mais c'est vrai que pour nous, pour le commun des mortels, la proximité, elle est parfois la cohérence de tout ça, elle est un petit peu difficile à saisir. En revanche, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est moi plutôt les derniers épisodes. Et tout ce qui met en scène la violence des terroristes, j'ai trouvé ça très bien vu, et notamment dans l'assaut de la BRI. Ce souci de réalisme, de rester vraiment, de coller au plus proche de ce qui s'est passé, mais à la seconde près, au mouvement près, ça permet un dévoilement de la scène que j'ai trouvé vraiment stupéfiante, quoi. Tout à coup, eh ben, on comprend ce que ça a représenté pour certains des otages de se retrouver couverts du sang du terroriste qui venait de se faire exploser. Et ça, c'est une image qu'on n'a jamais vue. Et c'est une image que seule la fiction, elle permet de voir. Et rien que pour ça, eh ben, je suis quand même heureuse que cette série existe, que cette série, elle ait eu le courage de s'attaquer à ces scènes-là, parce que je pense que peu de réalisateurs, en dehors de Jean-Xavier de Lestrade, auraient pu le faire et auraient pu le faire avec cette précaution-là, avec cette délicatesse-là et avec cette honnêteté-là. Et rien que pour ça, eh ben c'est une série qui, certes, une série commémorative et anniversaire, mais en tout cas qui reste une série extrêmement sérieuse, soignée et touchante.
C'est vrai que la question de la représentation de la violence et de la représentation du terrorisme, voilà, pour tous ceux qui n'ont pas expérimenté ça, c'est toujours un enjeu très très fort dans la fiction. Benjamin Campion. Bah, ouais, deux petits points pour finir. Moi, je trouve qu'il y a aussi des scènes qui ressortent et j'en retiens deux. Alors, la rencontre avec les agents de la BRI, je trouvais que c'était intéressant, justement, entre eux, un otage qui s'en est sorti et puis ceux qui lui ont sauvé la vie et ce rapport qui s'instaure de respect, d'admiration entre les deux. En même temps, il y en a un des membres de la BRI qui veut pas prendre part à ça parce qu'il trouve que sinon ça risque que de les attendrir et que lui il doit rester froid, il doit pas se rapprocher trop affectivement des victimes. Donc voilà, il y a des choix qui sont faits. Et puis il y a une scène aussi au début, dans le deuxième épisode, où il y a un des personnages qui passe une radio et en fait il comprend que, et je le cite, hein, il dit ça veut dire que je vais garder pour toujours un éclat de balle du Bataclan dans le corps. Parce qu'en fait il garde un petit éclat près de son omoplate et il peut pas être retiré parce il est trop proche du poumon et donc il va vivre avec ça tout du long. Et oui, je trouvais que c'était intéressant, un stigmate qui passe pas uniquement par le trauma psychologique mais aussi par un morceau dans son corps et pour lui en fait, il n'arrive pas à se débarrasser complètement de ce qu'il a vécu à travers ce résidu physique, matériel. Donc, je trouvais que c'était aussi une belle idée. Et finalement, entre cette série et une amie dévouée, alors qui a été aussi louée ou critiquée, enfin, il y a eu un rapport assez ambivalent à cette série, mais je trouve que euh, celle dont on parle ici mêle donc la fiction et le documentaire. À l'inverse, Une amie dévouée, je trouve qu'elle fictionnalisait un récit qui était déjà fictionnalisé des attentats. Hein, c'est-à-dire qu'il y avait de la fiction sur de la fiction, et je trouvais que c'était aussi une relation intéressante. Là, c'est vrai qu'on est plus proche de ce qui a été vécu. Alors, ça fait 10 ans, mais ça reste encore un drame terrible pour tous. Et c'est vrai que le fait de voir des images documentaires, le fait de voir les terroristes, de suivre l'histoire de Salah Abdeslam, etc., ouais, c'est assez glaçant et voilà, ce sont des choix qui sont, je sais pas s'il y en a un qui est mieux que l'autre. Moi, je trouve qu'il y a deux propositions qui sont intéressantes et effectivement, bah, on s'attaque à un sujet qui nous touche au plus profond, comme l'avait déjà fait aussi en thérapie, mais de façon plus par la bande, plus marginale. Donc ouais, c'est bien qu'on aille sur ces sujets-là, même s'ils sont douloureux. Bah, la fiction est aussi là pour les analyser. Donc voilà. Et on a beaucoup de scènes qui se passent effectivement chez les psys. Voilà, il y a le côté en thérapie qui avait été évoqué. Le mot de la fin, Benjamin Faux. Alors un sujet un petit peu connexe, mais du coup, je vais réagir sur quelque chose. Des Vivants, justement, série admirable, donc on l'a vu. Elle devrait être facile d'accès. Et on enregistre aujourd'hui, on est le 19 décembre. La série est sortie alors en Suisse fin octobre, mais en France début novembre. Et donc j'ai voulu essayer de revoir des épisodes hier pour me la remettre un peu en tête. Et elle n'est plus disponible sur France Télévisions. Elle est disponible en VOD sur Canal+. Et je ne comprends absolument rien à la gestion de ce type de diffusion sur la plupart des grandes chaînes françaises. Je trouve ça totalement anormal que moins de 2 mois après la sortie d'une série de cette ampleur, de cette taille, enfin voilà, de cette importance, le premier diffuseur ne propose plus la série. Voilà, on est en 2025. Je pense que tout le monde s'est alors évidemment, on s'est trop habitué confortablement à voir tout de suite. Mais vraiment pour France Télévisions, que France Télévisions ne propose plus en gratuit, hein, enfin voilà, une série aussi importante, moins de 2 mois après sa sortie, je trouve ça incompréhensible. Sachant qu'elle est disponible sur MyCanal via HBO Max en fait. Du coup, c'est vrai que c'est assez paradoxal de devoir passer par HBO Max alors qu'elle est plus sur France Télé, alors que Los Años Nuevos est disponible sur arte.tv. Donc effectivement, les deux ont un rapport différent. Bah, c'est la crise du service public, hein, Benjamin, qu'est-ce que tu veux, ils ont même plus les moyens de stocker. C'est ça, il y a plus de serveurs. Non, mais c'est une série service public, donc elle devrait rester accessible effectivement très longtemps. Je suppose que les règles, de toute façon, les règles de diffusion des séries françaises également sont différentes d'une série achetée en Espagne pour Arte. Enfin, voilà. Mais bon, dans les faits, c'est incompréhensible.
Vous savez qu'à Saison, on milite pour la construction d'une série tech, alors qu'elle soit physique ou virtuelle, mais qu'on puisse accéder à toutes les séries quasiment, moyennant finance éventuellement, mais que ce soit patrimonialisé dans le bon sens du terme et qu'on puisse aussi les faire passer aux jeunes générations et que ce soit pas que du consommable très rapidement. Donc en tout cas, voilà, espérons que le message passe. Merci à vous quatre. On était avec Benjamin Campion, Benjamin Faux, Audrey Fournier et Gilles Verviche pour Intersaison. Bonne fin d'année 2025 à tout le monde et on se retrouve très très bientôt.